arrêté l'autre enregistrement simplement parce que la petite caméra qui se trouve là s'était arrêtée. Ok, je t'ai rendu à trouver, à essayer d'implémenter le prédicat suivant qui est l'intersection, qui est vrai si et seulement si les rectangles R1 et R2 s'intersectent. Juste rapidement en rappel, ce que j'avais dit c'était que je vais prouver que des rectangles, je prends par exemple, je vais recommencer, je vais effacer complètement. En fait, ce que je vais faire, c'est simplement ouvrir un nouveau, au lieu de me casser la tête à effacer complètement le contenu. Ok, donc je vais me créer un repère orthonormé, puis je vais prendre un exemple. Si je prends par exemple le rectangle suivant, et je prends un rectangle qui va se trouver là par exemple. Donc ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'était que le rectangle, je vais le représenter avec 4 points. Le premier point sera celui-ci, le deuxième point sera celui-ci, le troisième point sera celui-ci, puis le quatrième point sera celui-ci. Donc pour prouver que deux rectangles s'intersectent, ce que je vais faire, c'est vérifier que ce point est compris entre le x du premier rectangle, le x minimal du premier rectangle et le x maximal du premier rectangle, et que le y du premier rectangle se trouve entre le y maximal du deuxième rectangle et le y minimal du deuxième rectangle. Mais ça, c'est dans ce cas-ci, si jamais mon rectangle se trouve plutôt vers le bas, comme ceci, donc ce que je vais faire, c'est m'assurer que le y maximal du deuxième rectangle plutôt est compris entre le y minimal du premier et le y maximal du premier. Donc, ça sera comme un ou. Comment est-ce que ça se traduit ce format de code? Je vous avais dit que j'avais déjà implémenté. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer le code. Ne vous en faites pas, je vais vous mettre ce fichier exercice.pl sur le guide du cours. Ok, donc l'intersection entre deux rectangles se fait comme ceci. Donc, j'ai dit que le rectangle, je vais le représenter comme étant 4 points. Je remets juste l'exemple ici. Donc, mon rectangle est représenté sous format de 4 points. Mon premier point, mon deuxième point, mon troisième point, puis mon quatrième point. Et j'avais également dit que j'aurais besoin du x minimal, x maximal, y minimal, puis y maximal de chacun des rectangles. Ce qu'on constate, c'est que le x minimal d'un rectangle, dans le x minimal de ce rectangle, c'est le x du premier point. Le x maximal, c'est le x du deuxième point. Le y minimal, c'est le y du premier point. Et le y maximal, c'est le y du troisième point. C'est exactement ce que j'ai implémenté ici. Donc, le x minimal, c'est le x du premier point. Le x maximal, c'est le x du deuxième point. Le y minimal, c'est le y du premier point. Puis le y maximal, c'est le y du troisième point. Donc, 1, 2, 3. Une fois que j'ai ça, donc pour calculer l'intersection entre deux rectangles, dans un premier temps, je vais prendre le minimum, le x minimum du premier rectangle, le x minimum du deuxième, le x maximal du premier, le y minimal du premier, le y minimal du deuxième, y max, blablabla. Donc, ce que je vais m'assurer, c'est que le x minimal du deuxième rectangle est compris entre le x min et le x max du premier. Donc, je vous montre dans la figure. Donc, je vais m'assurer que ce x-là est compris entre celui-ci et celui-là. Et bien sûr, il faudrait que ce soit aussi vrai dans l'autre sens. Ça veut dire que si j'ai mon rectangle plutôt en bas à ce niveau, il faudrait plutôt que ce soit
le x minimal du premier rectangle qui soit compris entre le x minimal et le y maximal du deuxième rectangle. En fait, c'est ce que j'implémente dans la deuxième définition de l'intersection. Donc, je dois le faire à la fois pour le premier, je dois le faire à la fois pour le deuxième, mais également pour le premier. Ensuite, je m'assure que le y minimal du deuxième est compris entre le y min et max du premier. Donc, le y minimal du deuxième est compris entre le y min et max du premier. Je fais également ça dans l'autre sens. Mais il faudrait aussi il faudrait un ou, parce que c'est probable que le rectangle soit plutôt vers le bas. Donc, à ce moment, j'inverse simplement les rôles des deux rectangles. Donc, je recopie exactement la même ligne, puis je la réutilise, mais sauf que je vais vérifier que le y minimal du premier rectangle se trouve à l'intérieur du y min et y max du deuxième. Et je fais la même chose dans l'inverse. Et normalement, quand on teste ça, je vais simplement, ça fonctionne. Donc, je vais simplement faire un make pour reloader mon fichier. Puis, je vais tester que mon premier rectangle, qui est, on va les représenter ici pour que vous voyez. Je vais juste ouvrir un nouveau. Ok, donc, je vais fermer celui-ci. Je ne vais pas l'enregistrer. Donc, mon premier rectangle se situe au point 1, 1, puis 3, 1, au point 1, 1, puis 3, 1. Donc, je vais supposer que là, j'ai 1, là, j'ai 2, là, j'ai 3. Bon, c'est un peu exagéré comme mesure, mais bon. Donc, j'ai mon premier point, point 1, 1, point 3, 1, puis point 1, 3. Donc, 1, 2, 3. Point 1, 3. Et le prochain, ce sera point 3, 3. Donc, ça, c'est mon rectangle ici, mon premier. Puis, mon deuxième rectangle, c'est au point 2, 0. Donc, x égale à 2, puis donc ici. Puis, mon deuxième rectangle, mon deuxième point, c'est 3, 0. Donc, ici. Donc, ça, c'est ensuite 2, 2. Donc, ici. Et le prochain, c'est probablement 3, 2. Voilà. Donc, ces deux rectangles s'intersectent. Et ça, c'est la surface d'intersection qui est là. Ensuite, je vais tester ça. Je vais simplement copier mon premier rectangle qui est là. Je le mets à l'intérieur ici. Puis, je copie mon deuxième rectangle qui est là. Et je le mets à l'intérieur ici. Je vérifie que mes parenthèses sont bonnes. Oui. Oui. Non. Ici. Ah oui, là, les parenthèses sont bonnes. Donc, là, l'intersection fonctionne. Donc, comme j'ai dit, je vais vous laisser le code pour que vous puissiez le lire vous-même. Ok, donc ça, c'était ce qui était... ça, c'était pour les exemples. Ensuite, on continue. On va avec les structures de données. Donc, comme j'ai dit en début de ce cours, les structures de données, c'est les mêmes structures que vous allez retrouver dans les autres langages, sauf qu'ici, on n'a pas besoin de déclarer une structure particulière, donc les structures se font de façon implicite. Les structures habituelles qu'on a, on a naturellement les structures arborescentes, on a les listes, qui sont une structure séquentielle. On peut avoir des tableaux, des maps, mais à ce moment, contrairement à Scale où on avait une fonction spécifique, les maps c'était un type de données spécifique. Dans Prolog, les structures sont représentées à l'aide des prédicats. Donc, on va simplement représenter les structures avec des atomes, des prédicats. Et pour faire une comparaison entre deux structures, on utilise généralement l'opérateur arrobas suivi de l'opérateur de comparaison. Donc, par exemple, si je veux comparer deux atomes, alpha, bêta, on va utiliser arrobas suivi de l'opérateur de comparaison. Ici, je vais vérifier est-ce que l'atome alpha est inférieur à l'atome bêta.
Donc, ici, c'est vrai parce que c'est fait par ordre alphabétique. Donc, alpha est inférieur à bêta. Dans le deuxième cas, est-ce que A est inférieur à A? Ici, c'est false simplement parce que... pourquoi est-ce que c'est false ici? Euh, je me souviens pas pourquoi on avait un false avec ces caractères. Je pense que... Ah oui, c'est... oui, et A arrobas inférieur à A, alors que si je fais A inférieur à A, bon, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que une chaîne de caractères est inférieure à un caractère. Euh, bon, la raison ne m'en revient pas, mais je vais le mentionner à ma prochaine capsule vidéo. Donc, je vais essayer de me rappeler pourquoi on a cette différence-là. Donc, on passe au prochain. Si on a le prédicat alpha, bêta, puis alpha, gamma, et ici la comparaison va se faire à l'intérieur, donc avec les arguments, puisque les deux atomes sont similaires, donc on va comparer les arguments. Ensuite, on a bêta et alpha. Donc ici, c'est simplement faux parce que bêta, qui est le nom de l'atome, est supérieur alphabétiquement à alpha. Et finalement, bêta puis alpha, on constate que bêta ici est inférieur à alpha simplement parce que la comparaison est basée sur l'arité, donc le nombre d'arguments de chacun des prédicats des structures. Ensuite, je résume la comparaison de structures. En fait, dans un premier temps, on va comparer les arités, comme dans ce cas-ci. Donc, les arités sont comparées en premier temps, c'est-à-dire le nombre d'arguments. Ensuite, s'il y a égalité, alors on va comparer les fonteurs selon l'ordre alphabétique lexicographique. Comme par exemple ici, vu qu'il y avait égalité entre alpha puis alpha, on a comparé plutôt les, à l'intérieur, on a comparé plutôt les arguments. Puis, s'il y a égalité entre les fonteurs, ce qu'on va faire, c'est comparer les premiers arguments. Dans le même cas ici, on va comparer les arguments. Ensuite, si... non, en fait, si je reviens ici, s'il y a égalité, alors on compare les fonteurs. En fait, c'est plutôt ce cas. J'ai pas vraiment... Ben, c'est ce cas. Ok, c'est bon. Donc, s'il y a égalité entre les premiers arguments, donc ici, on appelle égalité entre les premiers arguments. Donc, s'il y a égalité entre les premiers arguments, on va aller chercher le deuxième argument, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier argument. Donc, ainsi, on a une relation d'ordre total, donc ça veut dire que peu importe comment sont définies les structures, il y aura toujours un résultat à leur comparaison. Donc, on saura toujours qui est plus grand, plus petit, ou est-ce qu'ils sont égaux. Dans les listes, qui est la structure de données qu'on va le plus utiliser, bien sûr. Donc, comme à Haskell, les listes sont disponibles en Prolog et ils sont sous la forme de... Ils sont à l'intérieur de deux crochets. Donc, par exemple, la liste X, Y, Z, unifiée à 1, 2, 3, ça signifie simplement que X est le premier élément qui est 1, Y est le deuxième élément qui est 2, et Z est le troisième élément qui est 3. Ensuite, si je veux unifier une liste à deux éléments X, Y avec 3 de 1, ce qu'on voit, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'à gauche, on a une liste à deux éléments, puis à droite, on a une liste à trois éléments. Donc, les éléments ne peuvent pas être unifiés puisque on n'a pas le même nombre d'éléments à gauche et à droite. Ensuite, on a la liste X, Y qui est égale à la liste de listes de 1, 2, puis liste de listes de 3. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans une liste, on peut avoir des éléments qui sont hétérogènes. Donc, par exemple, ici, dans cette liste, j'ai à l'intérieur une liste, mais j'ai également une liste de listes. Donc, par unification, X sera égal au premier élément de la liste qui est 1, 2, et Y sera égal au deuxième élément de la liste qui est une liste de listes qui est 3. Donc, à ce moment, l'unification fonctionne.
On peut aussi décomposer la liste en fait avec l'opérateur pipe qui est là. En fait, c'est la barre. Donc, du coup, si je représente une liste comme ceci, ça veut simplement dire que X est le premier élément de la liste et Y est le reste de la liste. Et remarquez bien que Y, ce n'est pas 2, 3, 4, 5, mais c'est 2, 3, 4, 5 entre crochets. Donc, c'est ça. Il faut utiliser pipe si vous voulez différencier entre le premier élément et le reste de la liste. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez écrire quelque chose comme ceci. X, si vous voulez le deuxième élément d'une liste, par exemple. Vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Donc, unifié à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qui va arriver, c'est que... non, il n'y a pas une virgule ici. Donc, ce qui va arriver, c'est que X, c'est le premier élément, Y, c'est le deuxième élément, et Z, c'est le reste de la liste. Donc, tout ce qui est après le pipe, c'est le reste de la liste. Ok, l'avant-dernière diapositive. Donc, quelques opérations qu'on peut effectuer sur les listes. On a, par exemple, j'ai pris un exemple du prédicat préfixe qui est tel que L1 est le préfixe de L2. Donc, ce prédicat est vrai si L1 c'est le préfixe de L2. Donc, si L1 se trouve dans la première partie à gauche de la liste, de la liste L2. Donc, pour définir cette fonction, bien sûr, on va commencer par le cas de base. Une liste vide est toujours le préfixe de n'importe quelle liste. Et une liste L1 qui a comme premier élément X est préfixe d'une liste L2 si son premier élément correspond au premier élément de l'autre liste. Et ensuite, on va continuer la récursion puisque le premier élément de ma première liste correspond au premier élément de ma deuxième liste, alors on va par récursion aller chercher le préfixe du reste de chacune des listes puisque j'ai déjà vérifié que le premier élément correspond à ce premier élément. Donc, je vais faire cette récursion jusqu'à ce que la liste L1 est vide, qui est ce cas-là. Si la liste L1 n'est pas vide, si j'arrive à un moment où la liste L1 n'est pas vide, mais la liste L est vide, la liste L2 est vide, ça veut simplement dire que L1 ne peut pas être le préfixe de L1 L2 parce que L1 a un plus grand nombre d'éléments que L2, puisque à un certain moment, on est rendu à une liste vide ici, mais pas là. Et bien sûr, cette condition, cette écriture assure simplement le fait que chacun des éléments qui se trouvent dans L1, chacun des éléments qui se trouvent dans la tête de L1 est équivalent à chacun des éléments qui se trouvent dans la tête de L2, jusqu'à ce que je n'ai plus d'éléments. Par exemple, si je fais un petit exemple, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je vais écrire ici rapidement. Donc, si je fais par exemple le préfixe de, je prends une liste 2, 3, 4, 2, 3, pour que ça ne fasse pas beaucoup d'itérations, et que je demande si c'est le préfixe de la liste 2, 3, 4, 5. Donc, ce que Prolog va faire, c'est vérifier est-ce que 2 est égal à 2 ici. Si c'est le cas, je vais simplement effacer ces deux-là et effacer celui-ci et m'assurer que la liste 3 est un préfixe de cette liste-là. Par récursion, je vais vérifier 3 qui est équivalent à ce 3-ci. Et je m'en vais vérifier est-ce que la liste vide est le préfixe de la liste 4-5, ce qui est vrai. Donc, en gros, c'est ce qui est implémenté dans ce code-là. On peut également utiliser le prédicat append. En fait, append, c'est un prédicat prédéfini en Haskell qui permet de faire la concaténation entre deux listes. Il va prendre une première liste, ensuite une deuxième liste, et retourner le résultat dans une troisième liste. Et cette troisième liste, c'est la concaténation des deux premières listes. Par exemple, si je fais ici append de... Non. Si je fais append de 4, 5 et 6, 7, et je mets le résultat dans M, donc mon résultat sera la liste concaténée. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on peut
redéfinir la fonction préfixe en utilisant la fonction append. Donc, parce que si je fais par exemple append de... mon exemple de tantôt, j'avais 2, 3. Et j'avais n'importe quoi ici. J'ai n'importe quoi ici, puis ma liste c'est 2, 3, 4, 5. Donc, on veut s'assurer que, en fait, c'est simplement ce bout de code que j'ai pris. Donc, on va s'assurer que la liste préfixe peut se concaténer avec n'importe quoi pour donner ma liste résultat. Donc là, c'est vrai parce que 2, 3 peut se mettre... 2, 3 est un préfixe de la liste L2. Ça veut dire que je peux concaténer 2, 3 avec quelque chose pour que ça donne 2, 3, 4, 5. Et ce quelque chose-là, c'est 4, 5. Ensuite, on a le prédicat suffixe qui est l'inverse du suffixe préfixe qui est tel que suffixe L1, L2 est vrai si la liste L1 est un suffixe de la liste L2. Donc, L1 est suffixe de la liste L2 si, bien sûr, si le L est équivaut L. Donc, si le suffixe est équivaut à la liste elle-même, alors c'est vrai. Donc, 2, 3, c'est un suffixe de 2, 3 parce que 2, 3 peut être concaténé à une liste vide pour donner 2, 3. Puis, suffixe de L1, si les deux listes ne sont pas équivalentes, à ce moment, ce que je vais faire, c'est pour la liste résultante, je vais... non, je pense qu'il y a une petite erreur ici. Non, cette solution ne fonctionne pas. Parce qu'on veut s'assurer que L1 est un suffixe de... Ah non, non, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien. Cette solution fonctionne très bien. Donc, pour s'assurer que L1 est suffixe de L2, il faut simplement enlever à chaque fois chaque élément de L2 jusqu'à ce que j'atteigne un moment où le reste de la liste ici est équivalent à cette liste-là. C'est pour ça qu'on a cet élément-là. En fait, c'est pour ça qu'on a cette définition-là. En fait, j'aurais simplement pu écrire underscore ici, sans le X, parce que de toutes les façons, je n'utilise pas le X. Donc, ça veut dire que c'est celui-ci, je vais faire la trace pour que vous compreniez. Donc, si je fais par exemple suffixe de 3, 4 de la liste de 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui va arriver, c'est que dans un premier temps, je vais ignorer 1, puisque ça ne m'intéresse pas. Puis, je m'en vais calculer le suffixe de 3, 4 et de 2, 3, 4. En gros, c'est ça que je fais ici. Donc, j'ignore le tout premier élément et je m'en vais calculer le suffixe de ma première liste et du reste de ma liste, qui est là. Je fais par récursion. Donc, est-ce que cette liste-là est égale à cette liste-ci? Non. En fait, c'est cette ligne que je vérifie. Donc, est-ce que la liste 3, 4 est égale à 2, 3, 4? Non. Donc, on va passer à la deuxième définition qui nous demande d'enlever 2. Et là, on va calculer le suffixe de 3, 4 et de 3, 4. Or, le suffixe de L est égal à L. Donc, puisque 3, 4 équivaut à 3, 4, donc on va retourner true. En gros, le suffixe de 1, 2, 3, 4 est 3, 4. En fait, c'est l'un des suffixes de 1, 2, 3, 4, de la liste 1, 2, 3, 4. Et comme préfixe, suffixe peut s'écrire avec la fonction append, sauf que bien sûr, vu qu'on cherche le suffixe, on va dire L1 est suffixe de L2 si je peux concaténer à L1 n'importe quoi, pour que, quelque chose pour que ça donne L2. Et bien, cette concaténation doit se faire par la tête, alors que dans le préfixe, cette concaténation se fait plutôt à la queue. Si vous avez compris ça, on va rapidement ensemble faire ces 4 exercices-là. Je vais rajouter juste dans le même fichier pour que ça fasse un seul fichier pour tous les exercices pour cette séance-ci. Premier prédicat à implémenter, c'est le prédicat member qui indique si X apparaît dans la liste L. Donc, on va vérifier que member XL.
Déjà, ce que je peux avoir, ce que je peux dire, c'est que si ma, si, oui, si ma liste a au moins un élément dont le premier élément c'est X, parce que cette notation veut dire que ma liste a au moins un élément. Ça veut dire que ça peut être une liste à un élément, ça peut être une liste à deux éléments, ça peut être une liste à trois éléments, etc. Donc, si j'ai ça, ça veut dire que c'est vrai, puisque j'ai retrouvé mon élément dans la tête de ma liste résultante. Donc, c'est vrai, vu que l'élément appartient à la liste résultante. Ensuite, si l'élément n'appartient pas à la liste, à la tête, si l'élément n'est pas la tête de la liste, ça veut dire que forcément, il se trouve dans la queue, que je vais appeler Q. Et à ce moment, je m'en vais vérifier que l'élément est membre de la queue. C'est tout. Et bien sûr, je m'en fous de la tête parce que de toute façon, j'ai déjà vérifié ici que X était la tête. Donc, pas plus besoin de l'inclure ici. De toute façon, je ne l'aurais pas utilisé à l'intérieur. On reviendra sur cette fonction parce qu'il y a une façon de mieux l'implémenter en évitant de faire trop de calculs. Parce que si jamais je demande à Prolog, si jamais on va le faire ensemble pour que vous voyez. Je fais un make. Donc, si je fais member de 3 et de la liste 1, 2, 3, il va me retourner true. Sauf qu'il va me demander d'aller rechercher. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a échoué dans le premier cas ici. Et il est donc passé dans le deuxième cas jusqu'à ce qu'il est tombé sur member de... En fait, il s'arrête ici. À member de... on va simplement faire la trace. Donc, je vais faire la trace pour que vous voyez avec moi. Ensuite, je fais member. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la définition qui se trouve à la ligne 28 ici. La ligne 27, il va échouer, bien sûr. Il va échouer, puis puisque x n'est pas, 1 n'est pas équivalent à 3, ensuite il va rentrer dans la ligne 28. Et vu que la ligne 28 il dit que le member de x est d'une liste de cette forme-là, c'est le member de x suivi du reste. Donc c'est pour ça qu'on a member de 3 et la liste de 3. Puis, il fait la même chose. Il va revenir à la ligne 27. Ça ne va pas marcher. Il va revenir à la ligne 28. Il va enlever la tête. Puis, il va rester uniquement l'élément 3. Et à ce moment, il va réussir lorsqu'il va arriver à la ligne 27. Il réussit. Mais sauf que, vu que je lui demande de réexécuter, donc ce qu'il va faire, c'est... Enfin, bien sûr, il retourne le trou avec la pile, comme j'expliquais dans la capsule de tantôt. Là, il va stacker les résultats, puis il va retourner trou. Par contre, si je demande d'aller rechercher une autre solution, il a réussi à la ligne 27. Il va donc essayer d'exécuter la ligne 28. Donc, est-ce que member 3, liste vide? Non. Il va échouer. Il va échouer. Donc, il va essayer de continuer à résoudre. Pour l'empêcher de faire ça, il y a une façon de faire un prologue qu'on appelle les coupures. Mais ça, c'est une notion que je vais aborder dans la prochaine capsule que je vais publier. On va revenir là-dessus. Donc, il y a une façon de dire à prologue de ne même pas aller chercher, de ne pas nous retourner false, de ne pas aller chercher lorsqu'on a trouvé la bonne solution. Mais bon, pour l'instant, on n'en parle pas. Là, le prochain prédicat à implémenter, c'est le prédicat append, qui est en fait le prédicat concaténation. Bon, on va l'appeler concaténation pour ne pas utiliser un nom déjà prédéfini. Donc, la concaténation de L1 et de L2 doit donner L. Déjà, le cas de base, c'est que si L1 est vide, alors le résultat, c'est L2. Donc, la concaténation du liste vide avec une liste, c'est cette liste-là. Puis, la concaténation d'une liste qui n'est pas vide, qui a un élément X,
et qui a un reste, la queue, avec une liste L2, c'est une liste dont le premier élément est X et le reste est R, sachant que R c'est quoi? R c'est la concaténation de Q et de L2 qui va donner R. Et voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de vous mentionner member, c'est une fonction, c'est un prédicat qui existe déjà par défaut dans Haskell, dans Prolog, pardon. No debug. Oui, yes. Donc, en fait, on va l'appeler member 1. Je vais vous montrer que ça existe. Je reviens là-dessus tantôt. Dans la concaténation, c'est ça. Donc, ça veut dire que si j'ai une liste vide à gauche, alors, peu importe la liste que je vais envoyer en deuxième paramètre, le résultat sera cette liste-là. Si jamais la deuxième liste est vide et ce n'est pas la première, de toutes les façons, on n'a pas besoin de traiter ce cas parce que le cas de la ligne 31 traite ce cas-là. Donc, par exemple, en gros, ce qui se passe, c'est que je vais prendre tous les éléments qui se trouvent dans la liste L1, je vais les copier dans la liste résultat jusqu'à ce que ma première liste soit vide. Et à ce moment, je copie la liste 2 dans le résultat. Et bien sûr, par backtracking, puisque Prolog fait du backtracking, donc par backtracking, il va rassembler tous les résultats qu'il a calculés au fil du temps, puis il va retourner au résultat final. Comme je disais tantôt, si L2 est vide, de toutes les façons, lorsque j'aurai vidé L1 par ce processus, je vais simplement copier L2 dans le résultat, etc. On va tester. Donc, si je fais make, déjà, comme je vous disais, la fonction member existe de façon... c'est une fonction prédéfinie en Prolog. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Ça donne ceci, true. Et si j'utilise mon member que j'ai défini tout en haut, ça va donner true pareil, bien sûr, sauf qu'il me demande d'aller chercher la prochaine solution. Mais on va rectifier ça dans la prochaine capsule vidéo. Puis, pour l'opérateur pour la fonction concaténation, qui en fait équivaut au prédicat append, donc concaténation de, on va prendre 1, 2, 3, suivi de le 3, 4, 5 que je vais mettre dans L comme résultat. On voit que ça donne 1, 2, 3, 3, 4, 5. Donc, ça fonctionne. Puis, le prochain prédicat, c'est longueur, qui indique si L est de longueur N. Donc, ici, on veut définir la fonction length, qui retourne en fait la longueur d'une liste. On va l'appeler... parce que je pense que length, c'est une fonction qui existe déjà. Si je fais length de... Par contre, je sais pas, je me rappelle pas comment elle est définie de base. On va tester quelque chose si ça existe. Ah oui. Là, on va l'appeler length 1. Donc, la taille d'une liste vide, c'est 0. Puis, la taille d'une liste... J'ai l'autocomplétion dans mon Visual Code. C'est pour ça que ça fait ça. Donc, la taille d'une liste qui contient n'importe quoi suivi d'un reste, c'est équivalent à... C'est simplement équivalent à n, sachant que n, sachant que n, c'est la taille de R plus 1. Donc, n, c'est la taille de R plus 1. Mais en fait, c'est simplement la récursion. Donc, en fait, j'ai une liste à n éléments. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'enlève un élément, j'ajoute 1 à la taille. À chaque fois que j'enlève un élément, j'ajoute 1 à la taille jusqu'à ce que j'atteigne la liste vide qui est 0.
Et à chaque fois, je rajoute 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, autant de fois qu'il y a d'éléments dans la liste. Ça, c'est la fonction length. On va tester, je l'appelle 1, non 2. Make pour reloader mon programme. Puis, je vais réutiliser length ici, mais je vais mettre un 1 pour mentionner que c'est celui que j'ai implémenté. Donc, il fonctionne très bien. Et finalement, on va terminer avec la fonction palindrome. C'est une fonction que tout le monde, un prédicat que tout le monde connaît. Donc, palindrome, ça prend un seul élément. La liste est vide est palindrome. Puis, palindrome de L, si, reverse, en fait, c'est une fonction qui existe qui permet de renverser une liste. Reverse de L, c'est L. Voilà. Donc, un palindrome, L est un palindrome si lorsqu'on le renverse, il est égal à lui-même. Et puis, on peut s'amuser à définir la fonction reverse. Donc, reverse on peut s'amuser à le faire. Donc, reverse d'une liste vide, c'est une liste vide. Puis, reverse de 1, je vais me créer une deuxième fonction reverse, dont je vais l'appeler parce que j'aurai besoin d'une sorte de mémoire dans laquelle je vais copier les éléments de ma liste, mais dans un sens inverse. Donc, je vais me définir une fonction que je vais appeler reverse 2, qui lui va prendre deux arguments dans ma liste, ma mémoire tampon, puis mon résultat. Et cette fonction-là, je vais la définir comme suit. Donc, si ma liste a au moins un élément, option, le reste, alors je vais simplement copier cet élément-là à l'intérieur. Ouais. On va simplement copier l'élément à l'intérieur. Donc, ce sera si... non, c'est 3 éléments. En fait, il me faut le 4 bases, bien sûr. Il me faut mon cas de base qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que si ma liste est vide, ah oui, je n'aurai pas besoin de ça. Donc, oui, je n'aurai pas besoin de ça. On va l'enlever pour le moment. Donc, si ma liste est vide, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui va se trouver dans ma mémoire tampon, mon accumulateur, ça sera égal à cet accumulateur-là, ou mémoire tampon. Mais si ma liste n'est pas vide, alors dans mon accumulateur, ce que je vais mettre dans l'accumulateur, c'est que je vais faire un append en fait, ou un concat que j'ai défini. Et à l'intérieur, je vais concaténer mon R en fait avec X, puisque mon X c'est mon premier élément, ça doit se retrouver à la tête. Donc je vais concaténer X avec ACC qui est l'accumulateur, et tout ça je vais le mettre dans R. Voilà. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que pour renverser une liste L et que le résultat doit se retrouver dans R, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ma liste L et avoir une mémoire accumulateur, et je vais prendre chacun des éléments dans l'ordre dans le L, mettre dans l'accumulateur, prendre l'élément, mettre dans l'accumulateur, mais sauf qu'à chaque fois, je mets l'élément dans la tête, comme ici. À chaque fois, je prends l'élément dans la liste, qui est ici, je le mets dans l'accumulateur, mais sauf que je l'accumule à la tête. Désolé, ici, c'est pas X, c'est pas R, c'est
Si c'est Q. Voilà. À chaque fois, je vais prendre l'élément de ma liste et le mettre à la tête de... c'est pas concatène. Je sais pas pourquoi j'ai fait un concatène, mais c'est reverse. C'est deux. Je sais pas pourquoi j'ai fait une concaténation. C'est reverse, bien sûr. Dans chaque fois, je vais mettre chaque élément de ma première liste dans l'accumulateur en tête jusqu'à ce que cette liste devienne vide. Je prends un exemple. Si je prends une liste 1, 2, 3 et que j'applique reverse 1 de cette liste-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura reverse 2, 2, 1, 2, 3. Donc, je suis en train de faire de prendre la ligne 31, puis liste vide, puis le résultat. Donc, est-ce que ma première liste est vide? Non, ma première liste équivaut à 1, 2, 3, donc elle n'est pas vide. Ensuite, donc ça veut dire que la ligne 40 échoue, je passe à la ligne prochaine. Donc, là, je vais récupérer le premier élément de ma liste qui est 1. Et ce que je vais faire, c'est faire un reverse du reste de ma liste qui est 2, 3. Ensuite, je vais concaténer ça avec je vais concaténer ce résultat avec 2, 1, puisque X c'est le premier élément de la liste ici, puis suivi de l'accumulateur. Voilà. Et ensuite, mon résultat sera R. Et que va me donner ce deuxième cas? Ça va me donner reverse de 3 avec 2,1, puisque 2, c'est l'élément qui est en tête et je le mets ici. Et cet élément va me donner à son tour liste vide ici, puis 2, 3 ici, 3, 2, 1, puis R. Or, lui, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est, cette ligne-là équivaut à cette ligne-ci, puisque le premier élément est une liste vide. Et également, au départ, mon accumulateur était une liste vide. Donc, en fait, j'aurais simplement dû le remplacer par une liste vide depuis le début. Donc, ici, je remplace par liste vide, par liste vide, par liste vide, par liste vide. Bien sûr, ça, c'est à cause de cet appel-là. Donc, quand j'appelle reverse de LR reverse 2, j'ai une liste vide au milieu qui est en fait la valeur de mon accumulateur. Donc, rendu ici, mon accumulateur vaut la liste vide. Et ça, appliqué avec cette règle-là, ça me donne ACC qui est R égale à 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et c'est dans ce résultat-là qui est retourné dans reverse 2 ici, dans le R. Et c'est ce R qui est téléporté dans reverse 1, là. Ok, ceci étant dit, je vais tester mon code. Donc, palindrome, Laval. Ah non, qu'est-ce que je fais? C'est pas une liste. Il faut bien sûr une liste. On va utiliser les chiffres. 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 2, 1. C'est un palindrome. Voilà. Alors que si je mets 1, 2, 3 ici, ça ne marche pas. La même chose si je vais tester mon reverse. Reverse 1, 2, 1, 2, 3. Ce qui va me donner le résultat, c'est dans L. Va me donner 3, 2, 1. Ok. Donc, ceci conclut cette séance-là, séance 7.
Dans la prochaine capsule vidéo, ce que je vais faire, c'est euh, vous présenter le TP2. Normalement, je devrais vous l'envoyer d'ici euh, mardi ou mercredi, le temps pour moi de faire l'enregistrement. Donc, je vais vous envoyer une capsule vidéo où je présente les notes de cours 8 ainsi que le TP. Donc, je vais vous présenter en détail ce qu'on attend de vous pour le TP2. Ok, donc sur ce, je termine en arrêtant cette vidéo. Merci.